La voix de la diaspora congolaise, Radio EDTV. Chers amis de EDTV, bonsoir. Nous sommes réellement heureux de vous savoir très nombreux derrière vos ordinateurs pour suivre EDTV, suivre cette émission assez particulière, cette émission de débat. Et nous recevons en tout cas sur notre plateau des personnalités de la diaspora, des personnalités assez intéressantes, évoluant dans différents types de mouvements et qui vont en tout cas être des personnes ressources pour nous ce soir. Et ce soir, nous allons débattre sur un thème très intéressant, c'est-à-dire c'est un thème d'actualité. Le thème, ce serait le parallélisme révolutionnaire entre le Burkina Faso, le Burundi et la République démocratique du Congo. Donc nous recevons sur ce plateau, je vais les présenter un à un. Je commence par Monsieur Mich Michinini. Bonjour Monsieur Mich Michinini. Bonjour Damien. Voilà, Monsieur Michinini, vous êtes activiste de Congo Lobbying et vous êtes président de la section UDPS Bruxelles, c'est ça? Oui, c'est ça. Voilà, nous recevons aussi Monsieur Roger Dikou. Monsieur Roger Dikou, bonjour. Bonsoir Damien. Oui, en tout cas, bonjour, bonsoir. Vous êtes un journaliste indépendant, mais vous collaborez avec le site internet www.congoone.net. C'est ça. C'est effectivement cela. C'est un plaisir de vous savoir en tout cas présent avec nous. Donc là, nous avons aussi Madame Botefa Boko. Bonsoir Madame Botefa Boko. Bonsoir. Voilà, Madame Botefa Boko, vous êtes vice-présidente de la coalition des Congolais pour la transition. C'est bien ça, merci. Voilà, merci. Et nous avons aussi sur notre plateau Monsieur Christian Loukoussa. Monsieur Christian Loukoussa, bonsoir. Bonsoir Monsieur Damien. Voilà, Monsieur Christian Loukoussa, nous le recevons de Kinshasa. Donc, il est le président de la Ligue des jeunes de l'UDPS à Kinshasa. Et nous avons aussi sur notre plateau Monsieur Zoro Bilel. Monsieur Zoro Bilel, bonsoir. Bonsoir Monsieur Damien. Voilà, M. Zoro Bilel est membre de MPC en France. C'est bien ça? Oui. Voilà, parfait. Donc c'est comme je disais tout à l'heure, donc nous avons un thème intéressant ce soir. Nous allons essayer de débattre ensemble, de donner des avis par rapport à cet aspect, à cette question révolutionnaire. Nous désirons faire un parallélisme entre la manière dont la révolution, entre guillemets, s'est passée au Burkina Faso, comment se passe aujourd'hui, nous voyons le Burundi, nous ne savons pas comment ça va aboutir, mais nous voyons aussi au Congo, il y a un peu toute cette dynamique révolutionnaire qui se met sur pied. Nous savons tous qu'au mois d'octobre de l'année passée, il y a eu un soulèvement populaire au Burkina Faso qui a fait que le président Compaoré quitte le pouvoir. Et voilà, et nous sommes en train de vivre plus ou moins la même chose au Burundi. On ne sait pas à quoi ça va aboutir, mais les mêmes revendications se présentent aussi au Congo. Est-ce qu'on peut considérer que les nouvelles pages sont en train de se tourner en Afrique centrale particulièrement? Nous donnons la parole à M. Michinichi. Oui, merci bien de m'accorder la parole. Mais j'aimerais dire déjà que au niveau de l'Afrique centrale, il y a réellement cette prise de conscience, ce réveil qui est patriotique, qui est national au niveau de ce continent. Mais pouvoir maintenant interposer ou mettre toutes les choses, toutes ces révolutions, si vous pouvez bien les appeler comme cela, toutes ces révolutions étant la même chose. Non, je crois que chaque pays a ses principes et chaque pays a sa façon de faire les choses. Donc, que ce soit ce qui s'est passé au Burkina Faso, pour moi, est totalement différent de ce qui est en train de se passer au Burundi. Donc, et ça sera peut-être aussi différent de ce qui se passera ou ce qui est en train d'être revendiqué au Congo. Parce qu'au Burkina Faso, nous savons que ces groupes d'activistes qui ils ont lancé l'appel, mais nous avons vu pendant la récupération, c'est-à-dire que d'abord, cette prise de conscience a fait que au Burkina Faso, il y avait l'armée. L'armée était vraiment, on pourrait dire, l'armée républicaine, qui a fait qu'ils se sont détournés de leur président pour soutenir la population. Mais au Burundi, pour aller un peu plus vite au Burundi,
ce n'est pas totalement le cas. Donc, malgré que le peuple est entré dans la rue pour refuser ce troisième mandat, et nous avons vu l'armée s'est divisée directement. Donc, il y a ce qu'on appelle maintenant les putschistes. Et pour votre information, je vous apprends que le président vient de revenir. Il est revenu au Burundi. Il vient d'entrer et que le Conseil des Nations Unies, l'ONU et les États-Unis en tête, on reconnaît seulement que l'ancien président est le seul président. Ben voilà, nous avons perdu Mitch Michinini. Nous venons alors à Roger Dicou. Est-ce que vous savez nous dire votre réaction par rapport à ce que affirme monsieur Mitch Michinini? En fait, bon, il a fait allusion à ce qu'il considère comme étant des spécificités entre divers États. Mais cela n'est pas tellement le problème. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que plus rien ne sera plus comme avant dans les pays africains. Ce qui s'est passé au Burkina Faso a des corollaires avec ce qui se passe au Burundi aujourd'hui, mais également ce qui risque de se passer demain. C'est quoi exactement? Quoi précisément? Pour les autres pays, oui, pour les autres pays de l'Afrique centrale. Vous savez que demain, en 2016, normalement, il doit y avoir des élections au Congo pour le départ de M. Kabila de la tête du pays. Il doit y avoir des élections au Rwanda pour la fin de l'actuel mandat du président Kagame, au Congo-Brazzaville également. Le peuple de l'Afrique ont compris aujourd'hui qu'ils ne pourront plus jamais accepter les tripotages dans les constitutions du pays pour pouvoir prolonger les mandats de ceux qui sont à la tête de leurs États indéfiniment. Et c'est ce qui se passe. Bon, qu'on parle des putschistes au Burundi, mais nous avons d'abord vu le peuple du Burundi dans la rue pour contester à Nkurunziza de ne plus se représenter. Bon, d'après ce que M. Mitch vient d'affirmer, bon, ça, c'est ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Il aurait envoyé un tweet, soit disant qu'il serait rentré au pays. Mais Nkurunziza le sait très bien que quand le peuple burundais mettra les mains sur lui, eh bien, ça sera sa fin. Il raconte ça, Internet a été coupé au Burundi. Non, non, chef, je vous apprends que c'est France 24 et LCI. Je suis devant ces deux chaînes-là. J'ai également vu les tweets de LCI et de France 24, mais personne n'est sûr de cela que l'homme soit de retour au pays. Mais de toute façon qu'il soit de retour dans son pays, est-il que le peuple burundais, comme l'ensemble des peuples africains aujourd'hui, ne veut plus de ce genre de mandat indéfini. Oui, okay, ça, merci monsieur Roger. Mais maman Botefa Boko, mais là il y a monsieur Roger qui met en évidence les similitudes. Hein. Tout à l'heure monsieur Michinini, pour lui il n'y avait vraiment pas de similitude. C'était pas la même chose. Le cas de Burkina Faso, le cas du Burundi et le Congo, c'est ces trois situations qui sont différentes à ne pas comparer. Mais monsieur Roger essaie de mettre en exergue quelques aspects similaires. Quel est votre avis à vous par rapport à cela? Alors, par rapport à cela, moi je vois les choses comme ça. C'est-à-dire que le peuple d'Afrique, que ce soit du Burkina, de la RDC, du Burundi, du Sénégal et d'autres pays africains, en ont assez de la dictature. Parce que les dictateurs, servent les intérêts des impérialistes et non les intérêts de leur peuple. Vous comprenez? Oui. Donc le peuple en a assez. Mais maintenant, que voyons-nous par rapport au désir du peuple au Burundi? J'apprends que le président burundais, soi-disant, est de retour. Mais je vous assure que je viens d'avoir une information comme quoi que le Conseil de sécurité de l'ONU est contre justement ce coup d'État. Le Conseil de sécurité demande le retour du président burundais. Mais comprenez bien, c'est clair, nous voyons dans ce genre de comportement qui tire les ficelles. Nous ne sommes pas encore indépendants. Même si le peuple veut le départ, veut la rupture avec ces dictateurs,
mais les impérialistes ne le veulent pas. Donc le combat n'est pas seulement contre les dictateurs, mais c'est contre ce système des marchés financiers qui font des guerres, qui maintiennent ces dictateurs au pouvoir. En ce qui concerne la RDC et l'Est de l'Afrique, ils veulent justement, les anglo-saxons veulent justement contrôler cette zone pour leur marché financier, pour l'exploitation des minéraux, des richesses de ce pays. C'est eux qui sont à l'origine de toutes ces guerres. Il est temps que les Africains comprennent cette manipulation des impérialistes. Le peuple a commencé à comprendre. C'est pour ça que le peuple se lève dans les rues pour mettre fin à cela. Mais, est-ce que le peuple aura vraiment cette indépendance tant que ces géants impérialistes contrôlent? Merci Maman Botefa. Donc Maman Botefa affirme que ceux qui arrivent en fait dans nos pays, toutes ces révolutions, malheureusement il y a de la manipulation des impérialistes et qu'il faut, en fait, il y a quand même une importance, une nécessité de pouvoir voir ce peuple se libérer totalement de ces pressions impérialistes. Mais Christian Lokussa, vous qui êtes sur place à Kinshasa, comment vivez-vous tous ces événements et comment voyez-vous en tout cas le même type d'événement, n'est-ce pas, à Kinshasa? Nous avons tous vécu du 19 au 21 janvier, on a vu qu'il y avait un soulèvement, mais qui n'a pas abouti, n'est-ce pas, à ce qui est dans les pays que nous sommes en train d'évoquer ici. Quelle est votre lecture à vous, vous qui êtes sur place à Kinshasa? Merci pour la parole. En fait, nous sommes au courant de tout ce qui se passe en Afrique. Je crois que ces 2 ans passés, j'avais dit à certains de nos compatriotes que l'Afrique a changé de physionomie à des rythmes très exponentiels. La démocratie devra nécessairement s'imposer, même par force. Donc, c'est-à-dire que tout ce que nous avions vécu aux années 90 et 60, 70, le peuple n'est plus dupe. Donc, je leur avais dit que le peuple est le plus content de tout ce qui se passe. Donc, le peuple est prêt à barrer la route à n'importe quelle sorte de dictature. En fait, ce qui se fait au niveau de Burkina Faso, oui, le peuple se levait. Mais du fait que, à mon niveau, j'étais contre le fait que le peuple ne s'est pas profité. Ce sont encore les politiques peut-être très mal intentionnés qui sont en train maintenant de diriger la chose publique peut-être au détriment du peuple. Ce qui s'est fait au Burundi, en fait, la classe politique de la RDC doit s'en inspirer. Et non seulement l'opposition ou la diaspora ou la société civile, mais même le régime en place. Parce qu'aujourd'hui, s'il y aurait les affrontements à Kinshasa, qui vont mourir, qui vont succomber? Ce sont le plaisir des citoyens. Bien sûr qu'ici à Kinshasa, nous sommes contre la dictature, nous sommes aussi contre toute pratique qui n'honore pas la démocratie. Concernant la RDC aujourd'hui, et à supposons que le peuple se soulève, mais qui va récupérer la situation? Parce que n'oubliez pas que nous avons une armée très infiltrée par des étrangers, nous avons des militaires très mal intentionnés, nous avions eu à travailler sur l'impérium du pouvoir, nous avons aussi des rapports qu'au Congo, l'armée congolaise n'a pas encore acquis la maturité. Donc quand je parle de la maturité, l'armée congolaise n'a pas encore compris l'essence du patriotisme. Donc ici en RDC, je pense que les soulèvements populaires, bien qu'à court terme auraient peut-être des avantages, mais à long terme, le peuple va encore être groupé parce que les soulèvements vont encore nous ramener à la case du départ. C'est-à-dire, il y aura des gouvernements d'union nationale, il y aura quoi et quoi. Or, au niveau du Burundi, si Nkurunziza partirait par la force, je vous assure, ce sont des militaires qui vont encore récupérer la situation. Or, l'armée doit toujours rester apolitique. Je ne pense pas qu'on ira placer quelqu'un de la société civile qui a appelé les peuples à sortir. Donc moi, je pense que tout ce pratique-là n'honore pas la démocratie. Donc l'Afrique doit se prendre en charge. Donc les acteurs
politiques africaines doivent se remettre en cause pour des initiatives démocratiques. C'est-à-dire, ils doivent chercher un cadre autour duquel ils vont trouver des compromis de manière politique en faveur du peuple. Donc c'est ça la lecture que j'ai eu à faire. Donc nous sommes contre la dictature, nous sommes aussi contre la récupération politique par les militaires. L'UDPS, ça fait 32 ans nous luttons et pour la démocratie. Donc le soulèvement populaire, oui, c'est le peuple qui se décide, mais qui va récupérer la situation? C'est là où nous avons un peu de réticence sur le soulèvement populaire. Okay. C'est la que j'ai à faire. Ok, merci M. Christian Lokussa pour la position, mais je vais revenir encore sur vous tout à l'heure parce que vous qui êtes à Kinshasa, vous êtes appelé à nous donner un peu plus d'informations, mais je souhaiterais que M. Zoro Bilel réagisse un peu à vos affirmations, hein, qui donne un peu sa lecture à lui de la chose en s'appuyant un peu sur ce que vient de dire Christian Lokussa. M. Zoro Bilel. M. Zoro Bilel. Ah non, je crois qu'il y a, parce qu'il nous expliquait qu'il était dans le train pour rentrer, donc il y a un problème technique. Mais je reviens à vous, Monsieur Christian Lokussa, vous qui êtes sur le terrain. Mais quelle est finalement la proposition de manière concrète? Et parlant d'ailleurs particulièrement de l'UDPS, on a l'impression qu'il y a un dysfonctionnement entre le mot d'ordre de la direction politique, de votre direction politique, et au niveau de la base qui apparemment semble crier très fort soulèvement populaire, mais au niveau de la direction politique, vous prônez le dialogue. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Peut-être moi, je pourrais peut-être vous aider. La base n'est pas pour les soulèvements populaires, mais la base est prête au cas où il y aurait soulèvement populaire. Tout le monde a lu le PES. Nous souhaitons que les choses se passent de manière pacifique. Parce que aujourd'hui, si les choses se passent de manière pacifique, le peuple sera au-dessus de tout ce qui va se passer. Et selon les stratégies que nous avions faites, je pense que c'est le peuple qui va en fait contrôler tout ce qui va se passer pendant le dialogue. Donc nous avions fait une proposition sur la sortie de cette crise, donc la feuille de route de l'UDPS qui est aussi au vu de tout le monde. Donc nous l'avions déposé à la communauté internationale et à tout le monde. C'est-à-dire qu'au niveau de l'UDPS, il n'y a pas le dysfonctionnement entre le bureau et la base. La base est prête à canaliser un soulèvement populaire. Et même le bureau, nous sommes aussi prêts, mais en tant que responsables, nous ne pouvons pas envoyer le peuple à un soulèvement populaire parce que le soulèvement populaire a des avantages et des conséquences. Au niveau de l'UDPS, nous avons eu à analyser quels sont les avantages d'un soulèvement populaire à court et à moyen et à long terme. Nous avions vu que oui, si le peuple se décide, nous allons le canaliser. Mais au cas contraire, je pense que nous préconisons la voie de sortie par un dialogue franc, très approfondi, selon la lettre et l'esprit de l'accord cadre d'Addis Abeba. Merci Christian Lokussa. Je reviens à M. Michinini pour qu'on puisse parler un tout petit peu de la dimension politique de toute cette problématique. Mais on a vu quand même au Burkina Faso, je prends le cas du Burkina Faso particulièrement, l'implication et le rôle majeur joué par l'opposition politique localement, qui finalement, on a même eu l'impression qu'il y a eu une sorte de cordon ombilical avec certains jeunes de la diaspora. Alors, quelle peut être, mais aujourd'hui, l'opposition congolaise localement est un peu critiquée, décriée un peu par rapport à toute cette dynamique révolutionnaire. Qu'est-ce que vous réagissez? Comment vous réagissez par rapport à ça? Écoutez, je sais que, mon cher Damien, le problème, quand tu parles de la diaspora, il faudra savoir aussi commencer à définir de quelle diaspora dont nous parlons. Parce que vous savez, il me semble que vous devez connaître d'abord que dire seulement diaspora, non. Mais au niveau de cette diaspora, il y a des représentations de la plupart des partis politiques qui sont au Congo. Il y a plusieurs représentations ici, ou si ce n'est pas de partis politiques, mais de personnalités politiques qui sont ici. Ok, vous conviendrez avec moi, même s'ils ne veulent pas appeler cela de parti politique, je prendrai l'exemple que ce soit des Aparico et tous les autres et tout ça, tous ces gens-là, ils ont leurs représentants ici. Et ces mêmes personnes ici, malgré qu'ils sont dans la diaspora, il y a quelque chose qui est unanime.
pour tous ces gens, cette prise de conscience, comme je le disais. Est-ce que je me fais bien entendre? Oui, on te suit parfaitement, monsieur Michel. Ok. Donc, il y a quelque chose qui est acquis. C'est-à-dire qu'une prise de conscience, comme je dis, hein, une prise de conscience est là. Et quel est l'objectif de tous ces gens qui sont dehors, les Congolais et tous les Africains? C'est que tout le monde ne veut plus de la dictature, tout le monde veut que leur pays retrouve la souveraineté. Vous comprenez? C'est cela un acquis. Mais maintenant, pour venir réellement à votre question, quand vous prenez Burkina Faso, il faut commencer maintenant à voir qui sont ceux qui ont commencé à lancer le mouvement. Le mouvement, n'oubliez pas que malgré qu'il y avait des activistes de la société civile, mais il y avait aussi des politiques. Parmi ces politiques, ils étaient tous dans l'opposition. Mais ils voulaient tous la même chose, c'est-à-dire qu'il y ait un changement chez eux. Ce qui est le cas aussi au Congo. On pourra beau dire tout ce que vous voulez. L'opposition, en général, je parle de la vraie opposition, en général, ils veulent le changement. Vous comprenez? Ils veulent tous le changement. Ils veulent plus qu'il y ait ce système-là, que Kabila ne puisse pas aller au troisième mandat. Ils veulent pas qu'il fasse le glissement et toutes ces choses-là. Ils veulent que les élections, je suis en train d'énumérer comme ça, que les élections se passent avec transparence, pas de problème, qu'il n'y ait pas de mort. Ça, c'est ce que toutes ces oppositions-là veulent. Mais maintenant, quel est le travail que normalement ceux qui sont de l'extérieur? Parce que quand toi tu essayes toujours de comparer, prendre dire la diaspora, mais il faut voir au Burkina Faso, le travail s'est fait à l'intérieur. Ces gens-là étaient à l'intérieur de chez eux, au pays. Mais la diaspora, leur diaspora, par exemple, quel travail ils devaient faire aussi à l'extérieur? C'est là que nous, là où le Congolais, souvent la plupart, nous oublions quel est notre travail. Nous qui sommes dehors, on vient de travailler pour empêcher, moi je pense comme ça, d'empêcher pour que le pouvoir qui est en place, ce pouvoir des usurpateurs qui est là, il faut les empêcher de pouvoir prendre contact ici de tout leur soutien. Comme il y a une dame qui est là dans la conférence qui vient dire que les multinationales, hein, les impérialistes, mais nous, à l'extérieur, c'était ça notre travail. Nous devions faire empêcher ces impérialistes-là d'avoir toujours la même mise sur le politique. Parce que ces gens-là, qu'est-ce qui se passe? C'est le pouvoir, le gouvernement qui est là, qui envoie, qui cherche ce soutien-là de ces gens qui sont à l'extérieur. Or, nous, on devait faire ce travail-là, de les empêcher pour qu'ils soient totalement isolés, alors ceux qui sont à l'intérieur puissent le faire. Parce que nous savons cela. C'est une façon de faciliter, d'aider nos politiciens. Au lieu chaque fois de dire toujours les opposants, on n'a pas des opposants, on n'a pas ceci. Mais nous qui avons eu la lumière, qui avons compris cela, qu'est-ce que nous avons fait aussi pour aider ces gens-là qui sont là à l'intérieur? Donc voilà un peu. Donc, je trouve que le travail qui a été fait au Burkina Faso, c'était souvent d'abord sur le plan à l'intérieur, et puis ils avaient l'armée. Vous avez entendu mon jeune frère Laloukusa le dire. Et ils avaient une armée républicaine. L'armée s'est rangée directement du côté du changement. Mais nous, qu'est-ce que nous avons? Mais nous parlerons tout à l'heure, on dira un mot. On parlera particulièrement aussi de l'armée, du rôle de l'armée, et puis en faisant intégrer l'aspect de notre armée à nous. Mais je voulais revenir un peu à Maman Botefa Boko, qui peut répondre à la même question, c'est-à-dire le rôle, parce que la coalition des Congolais pour la transition, je crois que c'est une structure politique. Comment voit-elle, la coalition voit-elle le rôle de l'opposition politique locale dans la dynamique révolutionnaire? Et puis, en même temps, Maman Botefa nous donnera un tout petit peu la lecture de la coalition des Congolais et des étrangers par rapport un peu à cette question qui va dans tout le sens, révolution, dialogue et tout ça. Maman Botefa. Oui, si je reviens au cas du Burkina Faso. Au Burkina, le peuple était en symbiose avec les politiques. Au Burkina, le pays n'était pas sous occupation. Il n'y a pas de comparaison à faire avec la RDC. Aujourd'hui, la RDC est sous occupation depuis 1997, depuis l'avènement de l'AFD. Donc moi je me dis, comment peut-on aller au dialogue? Comment peut-on encore pratiquer des élections dans un pays qui est
sous occupation. Prenons l'exemple de la France durant la Deuxième Guerre mondiale. Est-ce que le général de Gaulle et les politiques, les résistants français ont-ils été en dialogue avec les nazis pour gouverner la France? Ni. Ils sont restés à l'extérieur, chercher des alliés pour chasser, bouter les nazis de la France. Donc, nous sommes dans cette dynamique du refus du dialogue, du refus des élections, parce que nous savons pertinemment que le pouvoir en place ne veut pas lâcher prise. Le pouvoir en place fera en sorte de rester au pouvoir, même si ce n'est pas le soi-disant président actuel qui va se représenter, il aura certainement un poulain, mais ça sera toujours le même système qui va perdurer. Et nous ne voulons pas participer à la mort de la RDC. Nous ne pouvons pas dialoguer avec le diable. Oui, Maman Botefa, merci beaucoup. Avant de donner la parole à M. Roger Dicou, est-ce que vous savez nous dire quand même ce que propose alors dans ce cas-là la coalition des Congolais pour la transition? C'est-à-dire pas de dialogue, pas d'élection, alors on fait quoi? Alors, la coalition des Congolais pour la transition prône une transition tout simplement, avec un gouvernement de transition qui va rétablir l'autorité de l'État, l'état de droit, qui va restaurer le pays, qui va pacifier le pays et préparer en même temps des élections libres, transparentes, démocratiques dans le temps. Mais avant de préparer ces élections, il faut d'abord réhabiliter le pays qui est dans une situation désastreuse. Nous ne pouvons pas aller avec ces gens-là. C'est ce régime qui est le problème de la RDC. Ce régime ne peut pas être le problème et la solution. Il faut éradiquer ce régime et permettre aux Congolais de se réconcilier entre eux et de rebâtir ce pays sans ce régime. On ne peut pas continuer. On ne peut pas continuer comme ça. Souvenez-vous de ce qui s'est passé en 2006. En 2011, il n'y a pas 203. Est-ce que Damien... on va donner la parole à monsieur. Tout à l'heure, on revient sur vous, à monsieur Michel Sieni, mais on va donner la parole à monsieur Roger, Dicou, pour réagir à la lecture un peu de madame Botefa Boko. Ça, elle parle au nom de la coalition des Congolais pour la transition. Voilà, monsieur Roger Dicou. Mon cher Damien, deux fois, il y a des choses vraiment qui bouillonnent en moi et qui me font sursauter deux fois. En fait, madame Botefa a fait allusion tout à l'heure aux impérialistes qui sont d'un côté, qui ne veulent pas qu'il y ait des changements dans notre pays. De l'autre côté, elle a aussi fait allusion aux occupants et tous. Ça, c'est vrai que nous en sommes conscients que le pays est sous occupation des Rwandais, des Ougandais et de tous ces gens-là de l'Est depuis 1997 avec l'avènement du triste, de la triste plutôt AFDL avec Laurent Désiré Kabila et ceux qui sont là au pouvoir aujourd'hui. La personne, notre frère Christian, qui est le responsable de la jeunesse de l'UDPS, nous fait part. Je ne voudrais pas ici faire un procès à l'UDPS. Ce n'est pas ça notre thème de ce soir. Mais dialogue, on en a entendu parler depuis des années et il n'y a jamais eu aucun changement. L'UDPS a toujours prôné la non-violence comme étant la seule méthode pour laquelle il faut accéder au pouvoir. Et cela fait 32 ans aujourd'hui que l'UDPS attend. Quand est-ce que l'UDPS accédera-t-elle au pouvoir? Je prendrai un seul exemple, l'exemple de l'ANC en Afrique du Sud. Mandela emprisonné, comme Tshisekedi l'a été pendant plus d'1 an, 2 ans, 3 ans, emprisonné par Kabila dans sa résidence qui ne savait même pas sortir. Mandela en prison, ses amis en exil, et bien l'ANC, avec les cadres qui étaient à l'intérieur du pays, menait le combat, menait la guerre. Et bien, lorsque le gouvernement de l'apartheid utilisait la violence contre les Noirs,
les Noirs utilisaient la violence contre le gouvernement de l'apartheid. Parce qu'un gouvernement violent ne connaît qu'un seul langage, la violence. On vous fait la violence, nous faisons la violence. Eh bien, je suis vraiment désolé pour mon grand frère Michi, pour notre ami Christian. J'ai beaucoup de respect pour l'UDPS, mais le dialogue ne nous amènera à rien, à rien. Monsieur Roger Dicot, oui. Avant de donner la parole à Monsieur Michinini, pas de dialogue, mais qu'est-ce que vous proposez à la place du dialogue? Aujourd'hui, on a appelé des élections qui doivent avoir lieu. Moi, je suis pour qu'on aille aux élections. Et puis, on verra. On verra ce qui va arriver. Kabila, aujourd'hui, il a peur. Ils ont voulu modifier la Constitution pour glisser son mandat. Ils se sont rendus compte que le peuple s'y est opposé. Ça, c'est de un. De deux, ils ont fait leur concertation nationale auquel l'UDPS et d'autres grands partis politiques et une partie de la société civile n'ont pas participé à Kinshasa pendant un an. Aujourd'hui, nous avons attendu encore un an pour qu'on nomme un gouvernement soi-disant d'unité nationale ou d'union nationale issu des concertations nationales. Et on en voit ce qu'il y a aujourd'hui. Kabila va encore aujourd'hui proposer à l'UDPS, à l'UNC et au MLC pour qu'on se retrouve dans un autre dialogue. Non, ça ne sert à rien tout ça. Eh bien, que les gens acceptent qu'on aille aux élections et puis nous verrons ce qui va en advenir plus tard. Mais, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour un régime, pour un pouvoir qui n'utilise que de la violence contre vous, il faut utiliser les mêmes méthodes de la violence. La non-violence ne nous amènera à rien. Je peux donner une anecdote. Vous contredisez, monsieur Roger Dicot, vous contredisez. Vous prônez la violence pour un régime violent et vous préconisez des élections avec un régime victoire. Non, je me dis, mon cher Damien, lorsque le régime utilise de la violence contre le peuple, il faut que le peuple se défende. Ça, c'est une légitime défense, comme on dit. On se défend, mais quand il s'agit d'aller aux élections, ben allons-y aux élections et on va voir ce qui va en arriver par après. On verra. Okay. On va écouter un peu Monsieur Michinini qui va réagir un peu à tout ça. Monsieur Michinini, vous avez suivi la lecture de Maman Botefa, l'intervention de notre frère Roger Dicot. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je suis en train de dire que nous devons être réalistes. Mon cher Roger, c'est un homme que j'apprécie beaucoup, mais je crois que je ne suis pas totalement d'accord avec lui. Je commence d'abord avec notre maman qui est intervenue parce que c'est la seule femme. Donc avec tout le respect et toute la considération que j'ai pour elle parce que c'est une Congolaise, je crois qu'elle est en train de rêver. En racontant des histoires qu'elle dit là, elle est en train de rêver. Nous devons être réalistes. Vous dites, vous ne voulez pas les élections, parce que le pays est occupé, nous ne voulons pas les élections, nous ne voulons pas de dialogue. Et que vous êtes dans un mouvement de transition. Mais ce gouvernement de transition, ils vont le faire comment? Comment vont-ils faire d'abord ce gouvernement-là? Quand le pays est occupé, est-ce que maman peut me dire quelle armée ils ont? Quel argent ils ont pour payer, pour venir chasser ceux qui sont venus? Hein? Quelle armée ils ont? Et quels sont ces pays-là auxquels ils ont déjà contacté? Ou s'ils ont déjà des mercenaires et tout, ou quel pays qu'ils ont contacté? Parce qu'il a donné l'exemple, et ça m'interpelle, moi, qui est aussi historien en même temps, ça m'interpelle pour dire, la France avait-elle négocié? Mais pendant l'heure hitlérienne, à l'époque où la France était occupée, il y a eu deux scénarios. Il y a eu d'abord, il y avait les résistants qui étaient là, qui étaient en train de se battre, et De Gaulle est parti, et dehors aller chercher de l'aide, mais nous avons vu qu'il y a eu l'Amérique, il y a eu la Russie, la Grande-Bretagne et tous les autres qui sont venus l'aider. Mais est-ce que madame, telle qu'elle est là, il croit que quel est de ces pays-là qui est déjà prêt pour venir nous aider? Ça, c'est ce qu'on devrait déjà savoir. Et quelle armée ils ont? Parce qu'ils disent, excusez-moi, laissez-moi, j'arrive, mon cher. Vous dites que le pays est occupé. Alors, si le pays est occupé, qui va venir délivrer le pays? Comment vont-ils délivrer le pays? Et est-ce que eux-mêmes, ils vont-ils, je ne sais pas, parce que j'entends souvent les gens dire le soulèvement populaire. Alors, quel est ce soulèvement-là qui va venir libérer le Congo? J'attends, parce que c'est depuis 1900 et depuis 1997 que le pays est occupé comme cela. Bon, à mon frère dit tout qui dit, non, mais nous avons déjà tout fait, on ne pourra. Quand nous prenons le dialogue, c'est conformément à l'accord qui a été saisi, l'accord qui a été signé, celui d'Addis Abeba. Et le dialogue dont nous demandons, c'est pour que nous puissions aller aux élections. Parce que nous avons vu l'expérience de ce qui s'est passé en 2011.
Nous avons tiré la leçon là dessus. Et cela ne veut pas dire que, puisque nous sommes un parti non violent, et cela ne veut pas dire que ceux qui ont la possibilité, l'UDPS n'interdit personne d'autre de prendre l'option des armes ou de faire le soulèvement, mon cher Dito. Mais nous croyons, en tant que nous sommes, que pour aller aux élections, pour accéder au pouvoir, nous devons aller par les élections. Et ainsi nous voulons, en utilisant ce dialogue, qui fait que tous les acteurs politiques, nous puissions nous asseoir, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Nous voyons qu'il y a le fichier électoral qui est là, qui n'a pas été nettoyé depuis 2011. Et nous venons de voir qu'on estime à peu près plus de 5 millions de gens qui sont arrivés à la majorité d'âge. Et il y a ce fameux CENI, avec le même type qui avait fiché depuis 2006. Et c'est le même type qui est revenu, je parle de Malou Malou. Donc tout ça, et maintenant, l'autre voyant tout ceci pour essayer d'amener les glissements, il veut faire le découpage territorial. Bien que dans la Constitution, le peuple congolais va approuver cela, mais nous croyons que ce n'est pas le moment. Et que toutes ces choses-là, voilà pourquoi nous demandons aux gens, nous ne demandons pas le dialogue pour partager quoi que ce soit comme les gens sont en train d'interpréter très mal. C'est pourquoi je demande à tout le monde, y compris mon frère Roger, je serai prêt de lui envoyer notre feuille de route. Il doit avoir la proposition concrète d'un parti responsable. Mais arrêtez de dire que nous ne voulons pas faire le dialogue avec ceci et cela. Non, nous voulons que les élections aillent. Nous sommes prêts pour aller aux élections. Parce que nous avons déjà levé l'option depuis. En 2011, on est allé aux élections. Donc voilà un peu ce que nous voulons. Mais nous n'interdisons personne de faire la guerre ou de délivrer d'une façon que ce soit. Voilà. Okay, merci monsieur Mitinini. Évidemment, je crois que tout à l'heure on donnera la parole à Maman Botefa pour réagir et à Christian Lokusa qui parlera aussi. Mais on n'a pas écouté Zoro Bilel. Je ne sais pas s'il est déjà là parce qu'on a des difficultés à l'avoir. Zoro Bilel, tu es là? Oui, allô. Voilà, effectivement. Et là, tout à l'heure, il y a un échange. Maman Botefa qui dit qu'on ne peut pas aller aux élections dans un pays occupé. Il y a monsieur Roger Dikou qui va un tout petit peu dans le même sens, qui dit que lorsqu'il y a un gouvernement violent, il faut réagir avec la violence, mais lui, il est pour qu'on aille aux élections. Il y a monsieur Mitch Mitinini qui soutient le dialogue qui, pour lui et pour l'UDPS, est la voie qui peut permettre d'aller aux élections apaisées. Quelle est votre lecture, monsieur Zorobilel? Ouais, effectivement, toutes les trois options sont à revoir, je voulais dire. Aller aux élections, nous irons aux élections avec qui, avec quelle organisation? Mais c'est pas ça la question à poser. La question c'est de savoir c'est qui organise ces élections, pas seulement au Congo mais partout en Afrique. Il n'y a aucun pays qui les verra les doigts et dira que c'est nous, les autochtones, les indépendants qui organisons les élections. Les élections au Congo ou au Burundi ou dans n'importe quel pays, ce n'est pas la volonté du peuple de ces pays-là, c'est la volonté de la communauté internationale. Donc, qu'on se le dise, qu'il pleuve ou qu'il neige, il y aura des élections au Congo parce que la communauté internationale a levé cette option-là. Mais notre problème n'est pas là. Notre problème reste plutôt avec qui nous irons aux élections et dans quelles conditions. C'est pourquoi vous voyez nos amis de l'UDPS qui prennent des dialogues pour chercher à voir comment contrôler les fichiers électoraux et comment diriger la CENI, etc. Il n'y a pas de problème sur ces points-là, mais le problème est plutôt, les pays est en occupation. Nous sommes occupés. Et comment voulez-vous aller aux élections alors que vous êtes occupés? Nous sommes assujettis. Les Congolais ne dirigent pas le Congo. Cela va nous renvoyer à revoir même notre indépendance. Je ne parle pas de l'indépendance que nous sentons aujourd'hui à haute voix, parce que nous ne sommes pas indépendants, nous sommes indépendance. Donc nous dépendons d'une communauté internationale qui gère toutes ces affaires-là. Et avant de parler élections, etc., il faut revoir plutôt l'indépendance du pays. Est-ce que les pays vivent vraiment en état indépendant? Qu'est-ce qu'on doit faire de manière pratique et concrète, M. Zorobilel? Mais il faut passer par l'éducation, il faut l'expliquer au peuple. Tout doit se faire par l'éducation. Un peuple qui n'a pas de culture, qui n'a pas d'éducation, c'est un peuple qui vit dans le noir, dans les ténèbres. Vous voyez ce que je veux dire? Samora Machel le disait à haute voix. La culture, l'éducation, c'est le soleil qui peut guider le peuple. Il faut éduquer les Congolais. Les Congolais n'est pas éduqué. L'Africain n'est pas éduqué. Les mots indépendance tels que nous l'avons appris n'est pas l'indépendance que nous pensons avoir. Vous voyez ce que je veux dire? Ok. Merci, M. Zorobilel. On va tout à l'heure écouter Christian Lokusa. Je ne sais pas si vous avez un mot à dire par rapport à tout ce que vous venez d'entendre. Tout à l'heure, on donnera la parole à Maman Botefa parce que je crois qu'elle aura des réactions à faire, parce qu'elle a été citée, nommément. Christian Lokusa. Oui, vraiment, je vous écoute. Vraiment, je suis en fait
En fait, je suis touché, hein, parce qu'au niveau de la diaspora, je ne sais pas, il y a trop de prétentieux, il y a beaucoup qui font la politique de prestige. On ne veut pas les élections, nous ne voulons pas les dialogues, nous voulons les soulèvements. Donc, en fait, ils ne savent pas comment critiquer. Nous, à l'UDPS, nous savons très bien que la critique est la norme d'objectivité. Et cette critique doit être assortie de propositions concrètes. Je ne m'inscris pas dans la logique de madame qui dit qu'il faut de transition sur le studio. Ça, c'est la posture de prestige prise. En fait, je ne sais pas. Donc là, c'est un rêve. Donc, c'est ce que les Kinois disent, Ndoto Yababa. Pour revenir au journal, en fait, M. Dikou, hein, en fait, M. Dikou, je pense que vous et moi, nous sommes convaincus que pour que le Congo ait un avenir idéal, il faut les élections. Bien sûr, tout le monde n'est pas contre les élections. Mais les élections pour quel objectif? Et je pense que l'objectif, c'est l'alternance du pouvoir. Maintenant, posons-nous des questions. C'est quoi l'alternance du pouvoir? C'est quoi une élection en démocratie? Je peux vous aider. Une élection n'est pas une fin en soi, n'est pas aussi le fait d'aller aux urnes, mais c'est l'aboutissement d'un processus démocratique au cours duquel sont intériorisées les valeurs fondamentales de la démocratie, et notamment l'alternance du pouvoir. Et l'alternance du pouvoir n'est pas une simple sélection du personnel ou un fait d'hasard ou un concours de beauté. L'alternance du pouvoir, c'est un processus. L'alternance du pouvoir, c'est un moment essentiel après un processus démocratique. Donc, je peux vous dire que tout le monde, nous voulons les élections. Mais à quoi servent les élections dans un pays où règne un climat politique qui ne passe rien? Au Congo, aujourd'hui, nous voulons les élections libres. Et les élections libres supposent que les candidats aux différents échelons circuleront librement à travers les territoires nationaux et sans être inquiétés. Vous allez me dire qu'au Congo, il y a la sécurité? Non. Là-bas à Béni, les gens sont en train d'être tués chaque jour, nuit et soir. Là-bas, au niveau de Lubumbashi, donc, le Congo n'est pas en sécurité. Deuxièmement, les élections libres supposent que la territoriale, c'est-à-dire le gouvernement, devrait nécessairement sécuriser tous les candidats qui seront présents pendant les échéances électorales. Vous avez confiance en l'équipe dirigeante, M. Evariste Bochab? Non, parce que c'est lui qui dirige la territoriale. Mais l'UDPS n'est pas pour ce monsieur. L'UDPS voudrait à ce que, pendant le dialogue, que nous puissions proposer à la communauté internationale d'assurer le déroulement du processus électoral. C'est-à-dire, il faut renforcer le mandat de la MONUSCO pour que les élections soient libres et transparentes. Lorsque nous parlons de la transparence la transparence des élections, nous voyons la neutralité, bon, pas la neutralité, mais l'objectivité. Parce que ici au Congo, il est difficile de dire que non, et celui-ci est neutre, mais il faut placer des personnes objectives, donc des gens qui sont objectifs. La tête de Malou Malou n'insulte pas la transparence, ou l'équipe avec laquelle il travaille n'insulte pas la transparence. L'UDPS ne reconnaît pas les messieurs qui sont là-bas, non plus l'UNC. C'est ainsi que nous voulons, pendant les dialogues, nous allons discuter sur la CENI. Monsieur Christian Loukoussa, au vu des conditions posées, en tout cas par l'UDPS dans la feuille de route, et puis évidemment les conditions aussi posées par les autres forces politiques et sociales qui sont là-bas sur place, mais quelles sont les chances que vous donnez à ce dialogue? Est-ce que vous pensez que la majorité présidentielle va répondre favorablement à toutes les exigences qui sont reprises sur la feuille de route ou à toutes les exigences présentées par les forces politiques locales? Monsieur Damien Tombi, je vous dis ceci, hein. Le Congo a changé de physionomie politique. Ce qui était impossible hier, aujourd'hui, c'est possible. Je vous dis, la Kabylie s'est remise en cause. Parce que du fait que M. Kabila, qui est au pouvoir via les fraudes, il a envoyé son émissaire à l'UMT. C'est-à-dire, d'autres fois, il reconnaît aussi l'UMT. Et parce que l'UMT ne reconnaît pas la Kabylie comme étant l'institution légitime.
Et Tshisekedi aussi de sa façon. Il sait que Kabila est issu d'une fraude électorale. Mais Tshisekedi aussi s'est remis en cause en faveur de la démocratie. Donc la démocratie, il faut se remettre en cause. Il faut dépasser les positionnements. Nous nous sommes remis en cause pour que tout le monde regarde sur la même direction. Donc moi je salue déjà l'attitude de la Kabylie. J'avais eu déjà aussi à saluer l'attitude de l'UDPS qui s'est remis en cause en proposant les dialogues entre tous les acteurs politiques du Congo pour que les élections de 2016 soient une échéance grâce à laquelle nous allons consolider la démocratie, nous allons faire avancer le pays au détriment du recul total de la démocratie auquel nous sommes confrontés. Donc moi je souhaite que la Kabylie puisse accepter la feuille de route de l'UDPS. Donc nous n'avons pas les C'est un souhait. C'est un souhait. Oui, c'est un souhait. Donc jusque-là, c'est une proposition. Donc je crois que pendant les dialogues, nous allons discuter sur ça. Et le peuple aussi viendra suivre lui-même haut et fort. Parce que ce qui pourrait se répéter pendant les dialogues, nous l'avions déjà vécu en 1991 et pendant la conférence nationale souveraine. Ok, merci monsieur Christian. Mobutu avait ces gens et quand Tshisekedi proposait, les gens doutaient, est-ce que Tshisekedi réussirait? Mais avec le soutien du peuple, nous avions quand même réussi et nous espérons qu'avec le soutien du peuple, la Kabylie va accepter les propositions. Ok. Oui. Merci, M. Christian Loukoussa. Je reviens à Maman Botefa avant de donner la parole à M. Roger Diko. Je crois qu'il y a une question qui vous a été posée tout à l'heure par M. Michelini. C'était suite à ce que vous avez affirmé, vous avez dit qu'il faudrait, à la question de savoir quoi faire, vous dites qu'il faut qu'on ait d'abord une transition qui va préparer en fait des élections libres, une transition qui va préparer le socle sur lequel devraient se dérouler en tout cas des élections libres et transparentes. Mais la question qui vous est posée est de savoir quel est le mode opératoire de mise sur pied de cette transition. Comment passer à cette transition? Vous saisirez l'occasion pour évidemment réagir aussi à d'autres affirmations faites par M. Mitch Michele. Merci. Maman Botefa. Il y a plusieurs modes opératoires, mais je ne puis donner des... On vous entend très très mal. Nous avons plusieurs modes opératoires, mais je ne puis, bien évidemment, tout dévoiler ici sur ce plateau. Vous comprenez bien pourquoi. Donc, en gros, nous avons parlé du soulèvement populaire. Conscientiser les populations, éduquer les populations à prendre conscience de la situation du pays et de leurs droits. Oui, le peuple peut faire la révolution. Le peuple peut se lever et dire non. Et dire non à ce régime. Ça, c'est une possibilité. Et si ce régime persiste à rester au pouvoir, il y a aussi d'autres voies et moyens, comme a dit je ne sais plus qui, par la force. Il y a beaucoup de méthodes, mais je ne puis énumérer tout cela ici. Mais nous ne sommes pas en train de rêver. Les deux messieurs de l'UDPS ont dit que c'était un rêve. Ce n'est pas un rêve, c'est une conviction que la transition pourra mettre fin à ce régime dictatorial. Par l'éducation du peuple congolais, comme je viens de vous le dire. Par l'information. Ok, merci maman Botefa. Je n'ai pas terminé. Ah d'accord, ok, allez-y. Je n'ai pas terminé. Allez-y. Alors je pose la question à l'UDPS. L'UDPS reconnaît bien que ce régime est illégal, illégitime. Ok. Mais pourquoi l'UDPS en 2011 ou 2012, 13, 14 n'a pas pris le pouvoir parce que ce régime était un régime d'usurpation? C'est seulement maintenant en fin de mandat que maintenant ils réagissent en disant on va aller au dialogue, on va aller aux élections. Qui vous dit que ces acteurs de ce régime sont crédibles aujourd'hui? En 2001, ils nous ont bernés. En 2006, pardon, ils nous ont bernés. En 2011 également. Et vous croyez que ces gens vont changer en 2016? Moi, je crois que c'est plutôt vous qui rêvez. C'est plutôt vous qui rêvez, qui n'avez pas pris vos responsabilités à temps. Parce que
le président élu était bien M. Étienne Tshisekedi. C'est lui le président élu. Et pourquoi être resté en silence pendant toutes ces années? Comment pouvez-vous aller aux élections avec ces personnes qui ne sécurisent pas la population, qui laissent des troupes armées entrer au pays, les frontières sont poreuses, ces personnes qui tirent sur des populations, des jeunes au mois de janvier qui étaient à main nue, qui tirent sur les populations à balles réelles, ce régime qui enterre des Congolais dans les fosses communes comme des rats, comment voulez-vous répondre au dialogue avec ces gens-là? Il faut les faire partir. Maman Botefa, je complète une question, c'est pour qu'on soit beaucoup plus clair. Il est très important de pouvoir essayer de donner avec beaucoup de clarté les réponses à ces préoccupations de la diaspora de manière générale. Le constat qui a été fait, c'est que chaque fois que nous nous trouvons devant de difficultés d'argumentation, on dit souvent que voilà, c'est de la matière stratégique. Alors ici, la question que nous voulons continuer à poser, c'est vraiment de savoir qu'est-ce qu'on fait. C'est vrai que nous sommes en face d'un régime sanguinaire, un régime oppresseur et tout ce qu'on veut, on le sait. Ça, tout le monde le sait. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On ne veut pas aller aux élections, on ne veut pas de dialogue. Il faut raser le système existant. On fait comment? Parce que les méthodes sont claires. C'est-à-dire qu'il y a certaines choses que nous disons. Je vous l'ai dit, soit le peuple se lève, ou bien on va les faire partir par la force. Oui, mais est-ce que, voilà, je reviens maintenant sur le sujet d'aujourd'hui. Par la force, c'est bien, les gens n'aiment pas trop parler, quand on dit par la force, il faut dire par un coup d'État ou par quelque chose comme ça, mais seulement les Congolais ont trop entendu parler de ça, coup d'État, mais ça n'arrive pas. Maintenant, parlons un peu du peuple, ça nous permet de revenir en fait sur notre thème d'aujourd'hui, hein, c'est-à-dire que le peuple, quelles sont les chances de réussite d'une révolution populaire à Kinshasa? Nous étions en train de faire le parallélisme avec les autres pays. On a vu que, tiens, ça a marché au Burkina Faso, au Burundi, on ne sait pas ce qui se passe, on le saura tout à l'heure, mais quelles sont les chances qu'une révolution populaire puisse réussir au Congo? On commence par vous, Mambo Tefa, et puis on écoutera aussi M. Roger Dicou. Je viens de le dire, et M. Zoreo Bilel, si je prononce bien, l'a dit aussi, la conscientisation du peuple, l'information, la sensibilisation du peuple. Le peuple doit être éduqué et le peuple finira bien par comprendre ses enjeux et se lever. Le peuple peut faire cette révolution. Mais le 19 et le 21 janvier, le peuple s'était levé, c'était un soulèvement populaire. Il n'y a pas eu d'éducation spéciale par rapport à ça. D'accord, il manque justement un leadership puissant qui pourra guider le peuple. Ils se sont levés au mois de janvier, mais après silence radio. Moi, j'estime qu'aujourd'hui, il n'y a pas vraiment une vraie opposition au Congo qui peut amener le peuple à faire partir ce régime. Il y a de la complaisance, il y a de la complaisance. Merci, Mme Botefa. Papa, monsieur Roger Dicou, comment vous réagissez à ce que dit Maman Botefa? Mon cher Damien, j'ai comme l'impression que, et c'est ça ce qui tue le peuple congolais, nous resterons toujours dans nos contradictions et dans nos oppositions, même là où il fallait que les gens se retrouvent ensemble. Je commencerai par l'éducation du peuple congolais. Mon cher, je te dirais que bientôt j'aurai 50 ans et que mon fils aîné, qui n'a jamais connu le Congo, aura 18 ans, a eu 18 ans. Je suis né sous le moboutisme, j'ai grandi sous le moboutisme, j'ai étudié sous ce régime-là et j'ai vu le kabylisme arriver. Eh bien, est-ce qu'on va me dire que le peuple congolais n'a jamais été éduqué, qu'il faut les rééduquer encore aujourd'hui? Je repasse par le Burkina Faso. Les gens qui sont sortis dans la rue pour contester que Blaise Compaoré ne se représente pas, qu'il ne modifie pas la Constitution, on me dirait que tous ces Burkinabés-là, ils étaient mieux éduqués, plus éduqués que les Congolais? Non. On parle d'éducation politique, hein, monsieur Roger Dicou. C'est l'éducation politique. Que ce soit l'éducation politique ou intellectuelle, je ne crois pas que les Burkinabés sont plus éduqués politiquement que les Congolais d'aujourd'hui.
Je me rappelle encore en 1990, jeune journaliste, je couvrais tout ce qu'il y avait comme manifestation de l'Union sacrée, que ce soit l'UDPS ou quoi. Un certain Abdoulaye Wade, qui est devenu aujourd'hui, qui était devenu président sénégalais, est venu nous insulter au Congo en disant que le peuple congolais n'avait pas de maturité politique. Mais qu'est-ce qu'on a vu 20 ans plus tard? Abdoulaye Wade, lui qui avait la maturité politique à cette époque-là, il a voulu encore tripatouiller la Constitution pour qu'il revienne au pouvoir. Mais les Sénégalais s'y sont opposés et on l'a interdit et il n'a pas pu se présenter aux élections. Quand on a regardé au Burkina Faso, mon cher Damien, je vois un Kidam qui débarque dans l'Assemblée nationale, qui s'empare du micro et qui déclare, qui dit qu'à partir de ce moment, je déclare dissous le Parlement burkinabé. Ce gars-là, il avait quelle maturité politique? Eh bien, le problème qu'il y a chez nous, comme l'a dit Maman Botefa, il nous faut un leadership fort et puissant. Et c'est d'ailleurs de cela qu'on a discuté avec vous et les autres au mois d'avril. Il faut un leadership puissant. Tout ce que les politiciens sont en train de nous raconter aujourd'hui, les partis politiques, la société civile, tous ces gens-là, eh bien, mon cher ami, on continue à nous endormir et rien de bon ne sortira de toutes ces choses-là. Au fait, on parle des accords d'Addis Abeba. Que disent les accords d'Addis Abeba? On nous dit que l'armée congolaise est une armée d'occupation. Certes, il y a des gens qui ne sont pas congolais d'origine, qui sont à la tête de l'armée, qui sont à la tête de la police nationale. Mais on peut me dire que dans cette armée-là, dans cette police-là, il n'y a pas de Congolais patriotes qui demain pourront changer et prendre le leadership pour que les choses changent. Eh bien, si c'est de cette manière-là que nous espérons trouver notre indépendance, je crois que ça sera difficile. Je voudrais laisser la parole aux autres pour qu'ils réagissent. Excusez-moi, je voulais juste ajouter ceci. La différence, c'est qu'il y a corruption au Congo. Tout le monde se régime. Même la police, la police est infiltrée, l'armée est infiltrée, même l'opposition est infiltrée. Donc, tout le monde se complaît avec ce régime. Merci Maman Botefa. Je reviens à M. Michinini parce qu'on va aller tout doucement vers la fin de notre débat. C'est pour poser la question suivante. Tout à l'heure, nous avons nos deux amis, nos deux frères et sœurs qui disent qu'il y a un problème de leadership. Même si un mode opératoire de la révolution populaire peut être préparé et peut être mûri, mais il y a un problème de leadership qui fera qu'une révolution populaire ne puisse pas réussir au Congo. Alors que tout à l'heure, notre frère Christian Lokusa disait que, écoutez, une révolution populaire, ça c'est la volonté du peuple, cela est toujours envisageable dans le contexte de l'UDPS, mais c'est dans le cas où effectivement toutes les autres voies sont bloquées. Comment vous réagissez à ça? Nous parlons du leadership qui peut permettre une véritable révolution des peuples. Vous savez, oui, mon cher Damien, comme oui. Je dis, je crois que mon frère Roger l'a bien dit. Le Congolais, c'est tel que nous sommes. Hein. Faut pas que lui, il a tendance à s'écarter. Non, nous tous Congolais. Mon frère Roger, écoute-moi bien. Nous tous Congolais. Nous sommes comme cela. Je crois toujours que, comme je vous avais dit, nous savons souvent envier ce qui est ailleurs, ce que les autres font. Nous voulons comparer avec ce que les autres font. C'est très bien, c'est une bonne chose. Ça nous permet de nous enseigner. Mais en nous-mêmes, nous ne savons pas nous reconnaître entre nous, le travail de celui-là, ce qu'il a fait, pouvoir l'aider pour qu'il aille encore un peu plus en avant. Moi, je crois que c'est comme cela. Moi, c'est ma façon d'être en tant qu'activiste, d'exercer la politique. Je crois que c'est pour changer les choses, pour faire avancer les choses. Donc, si je trouve en moi que ce monsieur Roger qui est là, qui vous parle, est meilleur que moi, je viendrai me mettre sous lui pour l'aider. Dire non, voilà, à ce point-là, ça n'arrive pas, il faut faire ceci, il faut faire cela. C'est ma conception à moi, ce que je crois, c'est leadership-là. Donc, aujourd'hui, au point où nous en sommes, nous avons vu, malgré tout ce que les gens sont en train de dire, le pays occupé, tout cela. Mais ce pays occupé-là, il faut sauver ce pays-là. Comment vous allez sauver? Vous avez dit, j'entends mon frère Roger dire qu'à un homme violent, il faut exercer la violence. Mais la violence que les Kabila ont, c'est la violence des armes. Ils ont des armes, ils sont soutenus, ils ont des histoires désarmées. Et nous n'avons pas ça en face. Alors pourquoi nous ne pouvons pas réfléchir, trouver qu'est-ce que nous avons pour pouvoir nous en sortir pour un jour? J'ai entendu quelqu'un citer l'idéal de l'IDPS là, d'un état de droit, en fait d'arriver à instaurer un état de droit. Comme nous n'avons pas ces armes-là, comme nous n'avons pas toutes ces choses-là, où tout ce qui est en train de parler de soulèvement et tout ça, on n'arrive pas.
Et il n'y a que cette issue-là des élections. Allons-y. Roger vient de dire ici que dans toute cette armée, bien qu'il y ait des infiltrés, il y a ceci, mais il y a quand même des Congolais. Mais il y a combien des étrangers par rapport aux Congolais? Vous croyez que si tous les Congolais votent, sont derrière leurs frères congolais, et que de l'autre côté, il y a cet étranger-là, est-ce que cet homme-là pourrait pas passer? Voilà un peu, c'est cela qu'on appelle de la vraie réalité politique de la situation du Congo. Donc voilà pourquoi je dis, quand tout le monde est en train de dire, et il faut aussi qu'on le fasse, j'aime bien de ces termes-là, nous allons délivrer le pays. Mais comment? On ne donne pas, tu as posé la question là, on nous dise concrètement de quelle manière. Seulement nous allons faire ceci, nous allons faire cela. Mais non! Ces gens-là sont venus avec les armes, ils sont venus, ils ont chassé Mobutu. Ils ont fait la guerre, ils sont arrivés à la guerre, arrivant à la fin, Mobutu a accepté le dialogue avec eux. Et puis on l'a laissé, la vie, ils sont venus sortir, il est parti. Ils sont allés en exil, ils ont commencé. Mon frère Roger a rappelé, hein, c'est la fenêtre de triste mémoire qui a conduit jusqu'en séjour. Alors maintenant, comment vous voulez-vous, ces gens-là ont déjà pris, ils se sont enracinés, ils ont des armes, ils ont tout. Vous voulez nous dire maintenant que non, nous devons attendre. Et nous attendons, les années passent, nous devons attendre jusqu'à quel Saint-Esprit ou je ne sais pas, quel Messie qui viendra pour venir chasser cet homme-là. Prenons le moyen que nous avons. Mais non, c'est vrai. C'est que Zoro Babel a dit que les élections ont été concoctées. Nous avons les documents avec nous. Comment ces gens ici, et avec le Louis Michel et tous les autres, ont concocté pour pouvoir mettre Kabila au pouvoir depuis les années 2000. Roger la connaît, toutes ces histoires-là. On a fait des conférences avec Charles Onana. J'ai des documents avec, que l'Union européenne a fait avec. Ça, c'est une vérité. Mais prenons, utilisons seulement cet instrument-là au nom de ce que nous sommes. Nous sommes nombreux. On est nationalistes, on est tous peuple congolais. Tous. L'unité du peuple congolais, vous entendez que l'unité, c'est seulement quand ça leur plaît. Mais quand il s'agit réellement d'être derrière cette cause, alors il y a d'autres raisonnements et tout un tas de choses qui se passent. Donc voilà, un peu, je crois que j'ai fini là. Pour moi, c'est fini, donc je peux me déconnecter déjà comme ça. Non, on va terminer bientôt. On va terminer bientôt. Chacun de nous aura quand même 1 minute pour le mot de la fin. On va d'abord donner quand même la parole à Zoro Bilel, hein, s'il nous suit, parce qu'il y a un petit problème de connexion. Zoro Bilel, il y a M. Muchinini qui affirme que, en fait, nous voulons bien faire le soulèvement populaire, mais on n'en a pas le moyen parce qu'on ne le fait pas. On veut bien prendre les armes. Ça fait une dizaine d'années qu'on nous promet de prendre les armes, mais on n'en a pas. Mais qu'est-ce qu'on fait alors, Zoro Bilel? Ouais, lorsque M. Mitch Minini dit ça, il a totalement raison. Mais les problèmes ne se trouvent pas là. Nous devons baisser nos forces parce que nous envoie les moyens de faire les choses où nous devons vraiment faire face à la réalité. C'est sacrifier s'il faut. Les problèmes du soulèvement populaire au Congo aujourd'hui ne se trouvent pas au niveau des armes ou je ne sais quoi. Les problèmes se trouvent au niveau de la conscientisation, au niveau de l'engagement de chacun à tenir sa parole et surtout de l'implication de tout le monde. Nous avançons en ordre dispersé. Chacun est prêt à mobiliser lorsqu'il trouve ses intérêts en aval. Lorsqu'il n'y a pas ses intérêts, personne ne s'engage parce que je crois que cette manifestation-là ne va pas m'apporter quelque chose. Je reste à la maison et je boycotte. Nous avons vu ça en janvier, le 18 janvier 2015. Paul Kapika, qui est le porte-parole du président, et lui, Etienne Tshisekedi, interdire aux sympathisants de l'UDPS, aux partisans, aux membres de l'UDPS de sortir pour quelque chose que nous autres qui avons travaillé dessus, pensions que c'était une bonne occasion pour nous de faire appliquer la vérité des urnes qu'on nous a volées depuis 2011. Mais l'UDPS s'est désolidarisé de cet événement-là. L'événement a eu lieu et nous avons vu l'émergence de certains leaders qui ne sont pas à 100% au service des Congolais. Malheureusement, la nature a horreur du vide. Lorsque vous laissez votre place, attendez-vous que même un connard puisse vous remplacer. Et c'est ce qui s'est passé. Le problème ne se trouve pas au niveau de l'argent, etc. Nous avons pu mobiliser pour faire sauter cette demande-là de faire passer la loi au palais du peuple. Et nous avons investi quoi? À part les discours, à part les verbes. Nous pensons, jusqu'à preuve du contraire, en tout cas nous au sein du mouvement du peuple congolais, nous pensons que les politiciens de tous bords, tous ceux qui se réclament étant de l'opposition, doivent se mettre ensemble et avoir un discours commun, un discours unique. Il ne faut pas que Martin Fayulu vienne nous dire ceci, l'UDPS nous dise cela, et lui, un de ceux qui va nous ajouter quelque chose qui va nous amener sur 4 chemins.
nos ancêtres disaient, les chiens à quatre pattes, ils ne suivent qu'un seul chemin. Et pourquoi nous autres qui sommes humains, nous voulons emprunter plusieurs chemins à la fois? Mettons-nous ensemble et travaillons, réfléchissons, organisons-nous, mettons les compétences de chacun là où elles peuvent exploser. Nous avons des gens qui sont capables de faire le travail, que ce soit sur le terrain, que ce soit dans la diaspora, que ce soit dans les lobbying ici dans l'international. Bon, maintenant les gens veulent faire le parallélisme avec ce qui se passe au Burundi et ce qui s'est passé au Burkina Faso. Ça n'a rien à voir avec le Congo. La révolution en Afrique n'en a pas encore eu lieu. Ce qui s'est passé au Burkina Faso, c'est l'œuvre de George Soros, le National Democratic Institute, NDI. Ce qui se passe au Burundi, c'est la volonté du peuple de s'émanciper, mais la communauté internationale s'oppose. Nous avons vu ça. Godefroy a fait son coup d'État parce qu'il s'est aligné au peuple. Mais comme il n'a pas eu l'aval de la communauté internationale, il a été rejeté. Donc on ne peut rien faire sans passer par, entre guillemets, cette communauté internationale. Pourquoi ne pas réunir nos forces en tant que révoltés, en tant qu'écorchés, pour maintenant faire face à ces monstres-là? Nous n'avons pas la prétention de sauver le Congo aujourd'hui. Mais je pense que le monstre qui est en face de moi, si je me sacrifiais et que je l'ai trouvé ne fût qu'un seul œil, dans sa progression, il pourra progresser avec un œil à moi. Moi, je vais tomber, mais ceux qui vont rester, ils auront en face d'un monstre qui ne sait voir qu'avec un seul œil. Et si quelqu'un d'autre faisait le même travail, il crevait l'autre œil, le monstre deviendra aveugle. Mais si nous disons, voilà, nous ne pouvons rien faire parce que nous n'avons pas de moyens, nous allons baisser nos frocs et les monstres, ils vont nous défoncer. Et je vous assure, ils n'utilisent pas de vaseline pour ça. Ils y vont à fond. Et nous perdons à 100%. Nous perdons à 100%. Je préfère vivre un jour comme un lion que vivre une éternité comme un esclave. C'est pas moi qui ai dit ça, c'est Thomas Sankara. Je m'arrête là, Damien. S'il y a d'autres questions, je suis... Ok, merci beaucoup Zoro Bilel. D'ailleurs, nous sommes, je pense qu'on est vraiment à la fin de notre échange. Hein. Je vais peut-être accorder à chacun de nous une minute, n'est-ce pas, pour dire un tout dernier mot avant qu'on puisse se séparer. Mais vous allez comprendre que ce débat laisse plusieurs questions ouvertes. C'est pour dire que ce ne sera pas le tout dernier. Donc, on reviendra ici pour débattre maintenant spécifiquement par rapport à différentes questions qui ont été encore soulevées ici, mais cela à chaque débat. Donc, ici, ce que je constate, moi, qu'il y a plusieurs positions, en fait, différentes positions. Il y a ceux qui soutiennent des méthodes fortes, ceux qui soutiennent le soulèvement populaire et ceux qui soutiennent des méthodes politiques et diplomatiques. Mais l'impression qu'on a toujours eu dans la diaspora, c'est comme on l'a toujours dit, c'est que on se tape dessus nous-mêmes, quoi. C'est-à-dire qu'on se tire entre nous à boulet rouge, alors qu'en réalité, moi, je constate que tout ce qu'on dit est complémentaire. Des personnes qui vont au dialogue, dans le cas où ça foire, ça peut être l'élément déclencheur pour ceux-là, effectivement, qui préparent la révolution populaire. Des personnes qui préparent des méthodes fortes avec des militaires. C'est quelque chose qui peut aussi intervenir lorsqu'il y a la révolution pour que ce dispositif militaire vienne compléter la révolution populaire. Ce sont tout ça des dispositifs complémentaires les uns par rapport aux autres. Et il est très important, hein, par rapport, je viens sur ce que disait Zoro Bilel, c'est assez que nous puissions à un moment donné nous dire, écoutez, on est autour d'une table, parlons-en, et comprenons que nous sommes tous en train d'aller dans la même direction et que ce que nous faisons est complémentaire, hein, l'un par rapport à l'autre. Voilà, ce serait déjà ma conclusion, mais je donne une idée à chacun de nous pour pouvoir conclure ce débat qui a été intéressant pour moi. Monsieur Michinini, et vous serez suivi par Monsieur Roger Dikou, par la suite Zoro Bilel, Maman Botefa, et on va conclure la minute avec notre frère Christian Lopussa. Monsieur Michinini, une minute. Oui, merci mon cher Damien, je suis quand même heureux à chaque fois, parce que à chaque fois qu'il y a débat, on apprend toujours, malgré les échanges, mais on apprend toujours. C'est comme ça ma façon de faire. Je dis merci quand même à mon frère Zoro, lui c'est là où on se voit tout le temps, donc dans toutes les lignes. À mon frère Roger, malgré tout ce qu'on a fait, bon, je suis content, et à maman, peut-être que je connais pas de visage, mais c'est très bien quand même, parce que c'est la seule femme qui a voulu être là dans ce débat-là. Qu'est-ce que j'ai dit? Je parle là maintenant au nom de l'UDPS. L'UDPS, comme tout le monde sait, c'est un parti non violent. Donc, cela ne veut pas dire que, puisqu'on est un parti non violent, quand vous essayez de nous attaquer, mais nous avons la légitimité chez nous de nous défendre, nous pouvons le faire. Tout le monde le sait, depuis 1990, avec tout ce qui s'est passé, vous savez combien il y a tout un tas de martyrs, combien il y a tout un tas, déjà même les Rogers là, tous ceux qui ont été attaqués, beaucoup de gens ont été attaqués au nom de l'UDPS, il y en a ceux qui sont défendus, il y en a ceux qui sont morts. Donc je dis seulement, mais l'UDPS
n'interdit aucun Congolais, n'interdit aucun groupe, n'interdit aucun parti politique de faire ce qui est mieux pour le Congo. Parce que quel est l'idéal de notre parti? C'est l'instauration d'un état de droit pour que le peuple congolais soit uni et que nous ayons tous en avant. À ceux qui peuvent se lever pour faire la guerre, nous écouterons. Aujourd'hui, nous sommes en train de discuter avec les gens qui avaient pris des armes hier, les MRC et tous les autres. Nous n'avons pas dit qu'ils ne sont pas congolais, nous ne voulons plus d'eux. Non, ils sont avec nous, nous continuons. Parce que, et ceux qui veulent aussi, comme l'a dit mon frère Soro, et que pour le soulèvement conscientisé, ce n'est pas seulement le travail de c'est le travail de tous les autres. À ceux qui peuvent s'élever, nous sommes toujours d'accord. Ce qui est important pour que le peuple congolais aille de l'avant et que nous soyons unis. Je vous remercie pour ça. Merci, M. Michelini. M. Roger Dicou, 1 minute. Le Congo est un et il restera un pays indivisible. Les Congolais, nous sommes un et nous resterons un seul peuple. Et pour le meilleur de ce peuple, je crois en son avenir. Et son avenir sera fait avec tous les enfants, toutes les filles et tous les fils de ce pays-là. Merci. Merci, M. Roger Dicou. M. Zoro Bilel, 1 minute. Merci beaucoup, Damien. Moi, je vais justement lancer un appel à tous les combattants, les résistants, les patriotes partout dans le monde, à tous les politiciens qui veulent les changements au Congo. Je vous appelle à l'unité. Mettons-nous ensemble, réfléchissons et mettons en pratique les voies et moyens pour débouter l'ennemi du pays. Personne n'aura les Congo en luttant tout seul dans son coin. Nous avons besoin de cette unité pour avancer. Nous sommes assez matures dans notre lutte pour nous mettre d'accord et faire joindre nos forces afin d'aboutir. Le pays est occupé, le pays est assujetti. Et il n'y a que les fils du pays qui peuvent rêver ce pays-là et délivrer. Et pour cela, nous avons besoin de nous mettre ensemble. Nos divergences, je pense que nous devons mettre ça à côté parce que ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous sépare. Et ce qui nous unit, je pense que c'est le Congo. Donc mettons le Congo au premier plan et avançons ensemble. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci beaucoup de m'avoir invité pour cette émission. Merci Zoro Bilel, ce ne sera pas la dernière invitation. Maman Botefa, 1 minute. Oui, je tiens également à vous remercier de m'avoir invité à cette émission. Je dirais aussi que je suis pour l'unité, le rassemblement de tous les Congolais pour qu'ils puissent faire bloc et faire partir justement ce système d'occupation. Mais la coalition des Congolais pour la transition ne prône pas pour l'assujettissement à ce régime en passant par le dialogue et les élections. Donc voilà notre position est ferme. Je proclame que le Congo appartient aux Congolais, il nous appartient à nous tous Congolais de nous mettre d'accord pour mettre fin à ce régime. Et dommage que nous n'avons pas pu saisir à temps l'impérium au moment où il le fallait, mais il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard, il est trop tard pour ceux qui veulent que ce soit trop tard. Nous aurons le Congo, ils n'auront pas le Congo. Battons-nous la main dans la main. Merci beaucoup. Merci Maman Botefa. Monsieur Christian Lukusa, 1 minute pour conclure. Oui, merci beaucoup. Je tiens à remercier d'abord en fait votre équipe rédactionnelle et puis les personnes avec qui nous avions eu à échanger. Justement, je voudrais juste préciser les choses que aux journées des 19 et 20, l'UDPS était là, nous étions là. Si les porte-parole de l'UDPS, mais c'est Capé qui avait dit que l'UDPS n'était pas intéressé, c'est parce que nous savions qu'on allait même toucher, on allait même brûler les stations. Il y a des gens qui avaient subi les stations, les pièges, ainsi de suite. C'est ça qui nous a un peu divisés. Mais nous étions sur le terrain, nous avions à canaliser. Je pense que au moment opportun, nous allons vous signifier ça. Et avec des preuves. Concernant l'unité de tout le monde, je pense que l'UDPS a toujours voté pour l'unité de tout le monde, pour un seul objectif. Donc, je pense que M. Soro, il est en fait le correspondant avec qui je parle toujours de l'unité. Au niveau de la diaspora doit intensifier les pressions diplomatiques. Parce que j'ai l'impression que vous voulez libérer le pays en négligeant la communauté internationale. Non, il faut que tous ensemble nous puissions nous mettre d'accord. Parce que la communauté internationale joue aussi un rôle
historique en fait, dans tous les enjeux politiques. Donc moi, je pense que si l'UDPS a choisi le dialogue, c'est parce que l'UDPS n'a pas seulement la mission de conquérir le pouvoir, nous avons aussi la mission de forger les comportements intégral de la classe politique congolaise. Donc nous pensons que la Kabylie, c'est aussi un enfant et qui peut aussi être éduqué. Donc elle n'est pas aussi à être exclue. Donc l'UDPS doit en fait assumer sa responsabilité. Donc nous vous assurons que nous n'allons pas trahir la patrie, nous vous assurons que nous aurons la victoire de manière démocratique. Je dis et je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Christian Lokossa. Merci aussi à tous nos amis qui étaient sur ce plateau, dans ce débat qui a été d'un bon niveau. S'il vous plaît, Monsieur Damien. En fait, je voudrais préciser, Christian Lokossa n'est pas le président de la Ligue des Jeunes. Donc, je suis dans la Ligue des Jeunes, je suis un cadre dans la Ligue des Jeunes. Donc, je me charge de l'information et puis des relations extérieures. Donc, le président de la Ligue des Jeunes, c'est Barout, peut-être, et avec qui je vais vous mettre en contact. Ok. Non, merci pour l'humilité et la sincérité. Merci en tout cas. Donc, au moins de vous remercier encore une fois, tous les intervenants, tous nos amis qui ont été sur ce plateau, où on a eu un débat intéressant, d'un bon niveau, qui a démontré le degré de patriotisme dans le cœur et dans l'âme de chacun de nous. Je voudrais remercier aussi tous nos amis de EDTV qui nous ont suivis dans leur maison. Merci à Rich Tempête pour toute la partie technique, et je voudrais dire un bonjour chaleureux en passant à Maître Donin qui nous a suivis en tout cas avec beaucoup d'attention. Et sur ce, nous allons nous séparer en vous remerciant encore énormément et en vous fixant rendez-vous en tout cas pour un délai très court. À très bientôt et merci.